Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un classement un peu particulier, c'est le classement du ruban jaune. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est le ruban jaune? Alors en cyclisme, le ruban jaune, ça désigne le coureur qui a parcouru la course de plus de 200 km, la plus rapide de l'histoire. C'est un classement qui a été mis en place par Henri Desgranges en 1936. Henri Desgranges, c'est également le premier organisateur du Tour de France en 1903. Il était patron d'un journal à l'époque. Le journal était jaune, ce qui a donné la couleur du maillot jaune du Tour de France et la couleur du ruban jaune que nous avons ici et dont nous parlons. En 1936, le premier leader était déjà un Belge, Gustave Daniels. Il avait gagné Paris-Tours à une moyenne de 40,629 km/h sur 246 km. Donc Gustave Daniels était le premier porteur, je suis le 13e, actuellement le dernier, toujours détenteur de ce ruban jaune. 9 fois sur 13, ce record a été réalisé sur Paris-Tours. À l'époque, c'était la course des sprinteurs, qui était une course en ligne déjà. Paris vers Tours. Quand les éditions étaient favorables avec un vent de dos, ça allait toujours très vite. Ça explique pourquoi il y a eu autant de records sur Paris-Tours. Il y en a eu 2 sur Paris-Roubaix, qui est une course également très très plate. Surtout dans les premières années où Paris-Roubaix était organisé, il y avait très peu de pavés. C'est pas comme aujourd'hui où il y a plus de 50 km. Et un record était sur Paris-Bruxelles, qui était aussi une grande classique à l'époque, relativement plate. Tous ces records ont été faits sur des courses qui partaient à chaque fois de Paris ou la région parisienne et qui allaient vers d'autres endroits. Et le vent jouait un rôle très important. Dans mon record, c'est la première fois que ça se passait sur une course à étapes. Donc c'était sur la Vuelta, la 17e étape. Et on avait quand même plus de 2500 mètres de dénivelé. Donc c'était pas plat du tout. Et c'est une étape un peu particulière parce qu'il y avait une atmosphère un peu spéciale ce jour-là. Il y avait beaucoup de nervosité. Je me rappelle sur la partie neutralisée, sur le fictif comme on appelle, ça frottait beaucoup. Des gros coups de frein déjà derrière la voiture rouge du commissaire avant que le départ soit donné. Et moi, je me rappelle, j'ai pu me replacer vraiment en dernière minute. J'étais en deuxième ligne et dès que le drapeau a été baissé, il y avait un vent de côté incroyable et c'est Thomas de Ghent qui a fait un départ en mode contre-la-montre. Il a mis les 50 premiers participants en file indienne et j'étais en 6e ou 7e position. On a crié directement sur Thomas pour qu'il s'écarte, pour qu'il fasse un éventail, une bordure. Il s'est écarté. Malheureusement pour lui, il n'a jamais pu reprendre la roue parce qu'il avait fait un effort. Donc il nous a vraiment lancé. Et après 500 mètres, le peloton était déjà en 3 morceaux. La première partie, on n'a jamais été rejoint. On avait la chance d'avoir avec nous Nairo Quintana, avec beaucoup d'équipiers de la Movistar à l'époque. Ils avaient compris qu'il y avait un coup à jouer parce que beaucoup de favoris hors-jeu dès le départ, dont le leader de la course, Roglic, qui était maillot rouge. Nous, ça tournait vraiment à fond. Environ 35-40 coureurs dans le premier groupe. On a perdu des coureurs au fur et à mesure des difficultés, que ce soit le vent de côté ou les montées, parce que vu qu'il y avait quand même pas mal de montées assez difficiles et qu'on roulait très vite, on lâchait beaucoup de coureurs à chaque fois. Et on a dû finir à une vingtaine de coureurs maximum dans le premier groupe pour se disputer la victoire au sprint. Finalement montée, je me rappelle, ça montait 3 km à la fin, pas très très dur, on va dire 3, 4, 5%, 6% maximum. C'était Next Tibar qui avait attaqué environ à 2 km. Sam Bennett qui était présent et était également très fort parce qu'il n'avait presque pas roulé de la journée et il a joué son va-tout en lançant le sprint très très loin à 700 mètres et j'ai pu le déborder à environ à 200 mètres et gagner l'étape et signer ce fameux record. Et les journalistes présents sur place m'ont appris directement qu'on venait de pulvériser le record et que détenait Matteo Trentin sur Paris-Tours déjà en 2015. Plus de 6 ans après, je suis toujours détenteur de ce record et je trouve ça super intéressant parce qu'on en parle peu. Pour moi, ça reste une fierté et je pense que le jour où je perdrai ce record, j'essaierai de refaire justement un drapeau semblable parce qu'il est fait à la main et je l'ai reçu par un fan, donc c'est un super beau cadeau et on pourra ainsi remettre et passer ce fameux ruban jaune et perpétuer la tradition mise en place par Henri Desgranges en 1936. C'est clair qu'une fois passé la ligne d'arrivée, je me suis rendu compte que c'était une journée de folie. On a tous eu, à un moment ou à un autre, un moment
de moins bien. C'était obligé parce qu'on n'a pas eu une minute de repos, on n'a presque pas mangé sur 225 km. On a quand même une vitesse maximum dans un genre de faux plat descendant avec le vent dans le dos de 98 km/h, donc c'est vous dire si ça allait très très vite. Approcher les 100 km/h en vélo, c'est extrêmement rare, et là on l'a fait sur une descente, on va dire, somme toute assez banale. C'était vraiment une étape de folie. Moi j'avais qu'un 53-11 en plus, parce qu'à l'époque c'était pas encore en 2019, c'était pas encore la mode des braquets utilisés aujourd'hui par les coureurs. Je peux vous dire que moi avec mon 53-11, j'avais les jambes autour du cou comme on dit, et j'ai fait une belle moyenne au niveau cadence ce jour-là. Alors ouais, c'était une étape extrêmement rapide. Alors est-ce que ça a été la plus dure que j'ai connue sur la Vuelta? C'est dur à dire parce qu'en fait, ça demandait beaucoup d'efforts, mais beaucoup de technique également. Et notre force à nous, ça a été d'être surreprésenté avec l'équipe Quick-Step. Donc c'est vrai qu'on s'entraidait pour rentrer dans la bordure et on a éliminé beaucoup de coureurs. Je me rappelle par exemple avoir éliminé Degen Cup comme un spécialiste, un vainqueur de Milan-San Remo, Paris-Roubaix, donc des courses un peu semblables. À un moment donné, il traînait derrière et on a vu ça et on a mis un grand coup de vis, comme on dit, et on l'a éliminé parce qu'il n'a pas pu accélérer et il a lâché. C'était vraiment une course tactique tout le long. Alors ce record, c'est sûr, hein, il tombera, mais il va falloir quand même pas mal de conditions réunies. D'abord, évidemment, pour que cette course soit dans le classement, il faut qu'elle fasse plus de 200 km. Après, il faut que l'étape soit relativement plate. Il faut que le vent soit vraiment dans le dos, parce que sans vent dans le dos, c'est impossible d'y arriver, même avec des braquets plus importants. Les coureurs soient dans un mode guerrier, ça veut dire que vous ne devez jamais relâcher la pression. Si vous avez une période de transition, comme ça se passe souvent dans les courses, avec une accalmie au milieu d'étape par exemple, ou au milieu de courses de 10, 20, 30 km, la moyenne va baisser. Donc en fait, il faut vraiment une course à fond du début à la fin. Alors ça se voit encore sur les classiques, pas mal de records tombés les dernières années. On a vu le Tour des Flandres le plus rapide, on a vu le Milan-San Remo le plus rapide, on a vu le Paris-Roubaix le plus rapide. Mais ce ne sont pas des parcours qui vont permettre d'atteindre les 50 km/h. Je pense que la seule course, je vais dire, où on pourrait y arriver, ce serait Milan-San Remo. Mais là, j'en doute un peu parce qu'il y a la distance quand même, 290 km. Presque 300. Paris-Nice, c'est presque la course idéale pour battre ce genre de record dans les 3-4 premiers jours quand on part de Paris, de nouveau Paris, rappelez-vous. Mais souvent, ces étapes font moins de 200 km. Alors, quel type de coureur pourrait me battre? Moi, je dirais, dans la génération actuelle, Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel, Philipsen, genre de coureurs qui sont très très forts, rapides au sprint, hein, parce que ce sera quand même le premier qui va passer la ligne qui sera leader de ce classement. Mais on peut également penser à Arnaud Delis, hein, qui est peut-être capable. On espère que ce soit, enfin moi j'espère que ce soit un Belge. Donc voilà, également il y a l'application Training Peaks, donc je l'ai toujours sur mon téléphone, j'ai toujours accès à toutes mes données. Alors ne vous inquiétez pas, évidemment, vous allez me dire, c'est pas le record de 50,6 km/h, il est écrit 47,6 km/h. J'avais jamais l'habitude de remettre à zéro mon compteur au kilomètre zéro, au départ réel de la course. Moi je mettais toujours la signature, le fictif et tout dedans, donc qui a fait baisser la moyenne, qui ne compte pas dans la course évidemment, hein. Il y avait 3 ou 4 km de fictif. Du bus jusque l'arrivée, en effet, j'ai 47,6 km/h. Et même après l'arrivée, je n'avais pas arrêté mon compteur parce que j'avais cette mauvaise habitude de jamais le faire. Il y a des graphiques, le dénivelé de la journée. On a la vitesse maximale 98,8 km/h. Pendant 5 secondes, j'ai fait 98,1 km/h. Une minute à 89 km/h. 1 heure à 54,8 km/h. Donc là, c'est 1 heure qui a été très difficile. J'avais pas de capteur de puissance ce jour-là, enfin je l'avais pas connecté et j'avais pas de fréquence cardiaque non plus. J'avais mis au plus léger, mais voilà, je peux déjà au moins vous partager la vitesse GPS. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, donc ça me fait plaisir parce qu'on parle vraiment de passion. Sujet assez intéressant parce que méconnu. Je voulais savoir également quels sont vos souvenirs à vous. Est-ce que vous vous souvenez de cette étape, de ce record? Vous avez un favori également? J'en ai cité 3, 4 même. Quel est votre favori? Donnez-moi même l'année, la course sur laquelle ce record pourrait être battu. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir vos pronostics.